Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, je vous emmène faire le tour de France des lieux hantés. La France hantée, quels sont les lieux les plus hantés en France? Le château de Palluel en Dordogne par exemple, la Dame Blanche du château de Bonaguil dans le Lot-et-Garonne, le fantôme de Louise au château de Gramont dans les Pyrénées. Un livre m'a aidé à construire cette émission. Il s'agit d'un magnifique livre qui s'intitule « La France hantée » avec des photos en noir et blanc sublimes d'un certain Simon Marsden, qui est anglais évidemment, et c'est publié chez Flammarion. Plus de 140 sites qu'il a visités en France, des photos magnifiques, vraiment splendides, qui donnent parfois, même souvent, le frisson. Et pour en parler, j'ai invité un authentique chasseur de fantômes, français lui, Eric Fearson. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie dans les aventuriers de l'étrange. Première question que j'ai envie de vous poser avant de finir la présentation de cette émission. Qu'est-ce qu'un chasseur de fantômes? Effectivement, la définition peut être assez large. Alors nous avons le chasseur de fantômes tel que Simon Marsden, comme vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, ouais, et qui lui cherche plutôt à susciter la réflexion, à faire poser des questions. Il chasse le fantôme, il compile, il va sur place, sur ces lieux hantés pour pouvoir enquêter, pour voir s'il y a hantise. Il fait confiance à ses ressentis et surtout, à travers ces photos magnifiques, il traduit ce que l'on peut ressentir quand on est dans un tel lieu. Alors à l'autre extrême, nous avons aussi le chasseur de fantômes qui est plutôt parapsychologue, qui va essayer de trouver une explication rationnelle quant à ces phénomènes. Mm-hmm. Et puis nous avons une autre catégorie que l'on classe dans les chasseurs de fantômes, bien que c'est une catégorie assez controversée, ce que l'on appelle les nettoyeurs de maison, c'est-à-dire vous les appelez et puis ils chassent le fantôme hors de votre propriété. Les Ghostbusters, quoi, en quelque sorte, pour parler de quelque chose que les gens connaissent bien à travers les films humoristiques qui ont inondé la France, les films américains, évidemment. Oui, tout à fait. Ouais. Nous allons donc passer 1h30 en votre compagnie et tout à l'heure, d'ailleurs, nous parlerons d'un cas, alors je ne sais pas si c'est un cas d'apparition ou un cas de fantôme, d'un chanteur français qui a été très très connu dans les années 70-80. Vous resterez avec nous évidemment pour nous livrer votre ressenti quand vous aurez entendu le témoignage de Paul du Gers qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Et puis en toute fin d'émission, avec Renaud Évrard que vous connaissez bien, qui viendra nous rejoindre pour analyser le témoignage dont je vous parlais à l'instant, j'aurai le plaisir de vous présenter le bulletin qui va sortir en début d'année 2007, janvier 2007, le bulletin de l'IMI, l'Institut Métapsychique International. Nous en parlerons en avant-première dans les aventuriers de l'étrange avec sa rédactrice Élodie Larousse qui viendra nous rejoindre, qui fait comme Renaud Évrard partie de l'Institut Métapsychique International. Votre standard est à votre disposition, notre standard est à votre disposition. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour poser des questions à mon invité, Eric Fearson. Si jamais vous vivez dans une maison que vous pensez qu'elle est hantée, ça nous intéresse également. Donc appelez-nous pour nous livrer votre témoignage. Si vous avez vécu dans une maison hantée aussi également, vous pouvez nous appeler évidemment. Morad est au standard et il vous fera passer à l'antenne. Vous pouvez également m'envoyer vos messages, vos commentaires, vos questions par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace. Ensuite, vous rédigez votre commentaire, votre question ou vous nous envoyez votre numéro de téléphone pour que l'on vous rappelle. Et vous envoyez le tout au 71 200.
Suivez-moi, nous allons faire le tour de France des maisons hantées. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Benedy sur Sud Radio. En compagnie de mon invité, Eric Fearson. C'est un nom, c'est votre vrai nom ou vous l'avez choisi, Eric? Alors c'est un peu un mélange des deux, puisque ce n'est pas mon vrai nom, mais mon grand-père était américain, Oui. donc il y a un petit mélange, quoi. Il y a Très un petit bien. mélange. Ouais. En tout cas, c'est un nom qui vous va bien, le fils de la peur. C'est pas mal. Oui, c'était pour faire un pied de nez, on va dire, à tout cet univers, parce que je suis le premier à affirmer qu'il ne faut pas se prendre au sérieux en faisant les choses sérieusement, mais il faut toujours les prendre avec humour. Exact, vous avez tout à fait raison. Eric Fearson, on parlera tout à l'heure du site internet que vous avez créé, qui est un très très beau site qui s'intitule donc, qui a pour titre maison-hantée.com au singulier, maison-hantée.com, et j'engage ceux et celles qui nous écoutent à aller faire un petit tour sur ce site pour le découvrir. Mais commençons par parler du livre qui va nous servir de base pour cette émission, donc un livre signé Simon Marsden, ça s'intitule La France hantée, voyage d'un chasseur de fantômes. C'est aux éditions Flammarion, un très très beau bouquin, vraiment magnifique, 140 photos, 60 sites qu'il a visités en France, et je vous ai demandé d'être des nôtres ce soir puisque vous avez eu le plaisir de le rencontrer, de l'interviewer. Pouvez-vous nous présenter Simon Marsden? Eh bien alors Simon Marsden, et je dirais même Sir Simon Marsden, oui, c'est vrai, parce qu'il est noble. n'est pas un inconnu dans le domaine, hein, puisque La France hantée est son 9e ou 10e ouvrage. Oui. Il a sillonné bien évidemment la Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, y compris la France, la Roumanie, l'Allemagne, enfin en grande partie l'Europe, pour traquer justement ces spectres et surtout nous rendre compte à travers ces magnifiques photos. Alors, Simon Marsden vit en Angleterre, hein, évidemment. Il a toujours été fasciné par ce sujet, y compris par les fantômes français, si je puis dire. Oui. Mais le sujet étant tabou en France, il avait peu d'informations, en tout cas. C'est vrai qu'il a fallu un long travail pour qu'il puisse mettre à jour ce livre. Il a vécu lui-même dans un château hanté, hein. Il a effectivement, quand il était enfant, durant son enfance, oui. Durant son enfance, la maison familiale était hantée, en tout cas une des chambres, et lui dormait dans cette fameuse chambre hantée. Oui. Donc ça a conditionné un petit peu ce qu'il est devenu. Son père avait une bibliothèque assez extraordinaire, et bien évidemment, en grande majorité, c'était des ghost stories, enfin des histoires de fantômes. Évidemment, oui. Il a été bercé toute son enfance dans cet univers. Aujourd'hui encore, il habite un presbytère qui est aussi hanté. Évidemment. Mais alors dites-moi, Eric Fearson, qu'est-ce qui a fait que vous-même vous êtes intéressé à ces histoires de spectres et de maisons hantées? Eh bien alors, je pense que c'est un cheminement naturel. Alors pour ça, il faut remonter assez loin. D'abord par mes antécédents familiaux, oui. Puisque du côté de ma mère, mon grand-père était radiesthésiste et guérisseur. J'ai un oncle qui est sorcier, un autre oncle qui est voyant hypnotiseur, 2 tantes cartomanciennes, une cousine médium. Donc je vais arrêter là. Mais par contre, mon père, lui, était magicien. Comprenez par là, illusionniste. Oui, d'accord. Donc, et comme chacun le sait, les illusionnistes sont les premiers sceptiques, en tout cas, quant à ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Donc, moi, j'ai été issu de ces deux cultures. Donc, j'ai une vision peut-être, je ne sais pas, plus objective. En tout cas, je me situe plus au milieu qu'aux deux extrêmes. Et que, bien par la suite, j'ai toujours été moi fasciné par les histoires de fantômes, par l'art fantastique aussi en général. J'ai eu une carrière de magicien, d'illusionniste, mais à côté de cela, je pratiquais aussi les tarots. J'ai arrêté cette carrière d'illusionniste depuis fort longtemps. Et je suis devenu mentaliste. Donc, ça veut dire quoi, mentaliste? Expliquez-nous ce dont il s'agit.
Alors, mentaliste. Mentaliste est... Alors, je vais essayer de faire court avec une définition la définition la plus simple possible, mais c'est l'étude des capacités psy de l'être humain et le travail de l'intuition poussé assez loin. Mhm. Et la finalité dans tout ça n'est pas, bien sûr, de démontrer l'existence de ces phénomènes ou pas, mais de se produire devant un public, produire quelques expériences Oui. mentalistiques, va-t-on dire, Mhm. et de susciter la réflexion et de poser plus de questions que d'apporter de réponses. Ouais, pas mal. Jolie définition. Jolie définition. En ce qui concerne votre site internet, on y reviendra plus en détail tout à l'heure, mais c'est pour planter un petit peu le décor. Maison-hantée.com. Qui trouve-t-on dans ce site? Alors, bien, on y trouve beaucoup de choses, c'est pourquoi on peut s'y perdre, puisqu'on peut s'y mettre, enfin, à la dernière nouvelle, il y a plus de 400 pages Mhm. consacrées en grande majeure partie aux fantômes, bien évidemment. Oui. Alors, les véritables histoires de fantômes, les enquêtes que je fais sur place, dans les lieux hantés, alors toutes ne sont pas bien sûr en ligne. On peut y retrouver la littérature fantomatique, tout ce qui concerne les fantômes, de près ou de loin, les maisons hantées, des news sur le cinéma traitant du sujet, des interviews aussi, des rencontres, Mhm. dont notamment avec Simon Bien Marsden, sûr. différents auteurs. Il y a eu aussi Pascal Catala de l'IMI, d'ailleurs. Mhm. Euh, on y trouve pas mal de choses. En tout cas, tout ce qui concerne ce thème. Bien. Vous restez avec nous, Eric Fearson, une première pause et on se retrouve dans quelques instants pour commencer ce tour de France des lieux hantés qui ont été référencés par Simon Marsden à travers un magnifique livre de photos qui s'intitule La France hantée aux éditions Flammarion. Il n'est pas trop tard pour à vos derniers achats de cadeaux de Noël. Si vous connaissez quelqu'un qui adore les histoires de fantômes, allez-y, vraiment, ce livre est absolument magnifique. Il coûte 40 €. C'est peut-être un petit peu onéreux, mais franchement, je trouve que ça ne l'est pas. La couverture est sublime, la reliure fait comme si c'était un vieux grimoire et les photos sont extraordinaires à l'intérieur. Nous allons donc, dans quelques minutes, avec mon invité, commencer à arpenter quelques lieux hantés. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de mon invité, Eric Fearson, qui est chasseur de fantômes, qui est l'auteur d'un très beau site sur les maisons hantées et les fantômes en règle générale. Ce site s'intitule maison-hantée.com et nous allons partir à la découverte avec lui d'un très beau livre paru aux éditions Flammarion, un livre de photographie qui s'intitule La France hantée avec des photos de Simon Marsden. Eric Fearson, il y a 60 sites que Simon Marsden a référencé dans ce livre, mais ça n'est pas une liste complète, bien évidemment. Non, bien sûr, puisqu'il avait en fait, il a sélectionné, parce que j'ai collaboré en partie sur cet ouvrage, Ouais. je lui ai donné pas mal de pistes. Il avait à la base presque 200 lieux. Il a dû faire un tri, une sélection, quand même. bien évidemment, Ouais. et il a retenu la soixantaine de lieux que l'on trouve dans ce livre qui lui paraissent les plus intéressants. Et parmi ces 60 lieux, on va commencer, avant d'aborder les lieux qui sont dans notre région, en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, dans les Pyrénées, en Provence et en Auvergne. Quel est pour vous, on va commencer par le numéro 1, le site qui vous fascine le plus, qui est dans ce livre? Qui est dans ce livre? Ouais. Et ensuite, on fera par le lieu qui vous fascine le plus, mais qui n'est pas forcément dans ce livre d'ailleurs. Oui, bien, je vous dirais qu'il y en a plusieurs. Je vais forcément, je ne connais pas tous les lieux parce que bien sûr. Évidemment, j'ai pas pu enquêter sur tous. Oui. Mais il y a un lieu qui me fascine précisément parce que c'est un lieu que je connais bien aussi. C'est l'abbaye de Mortemer. Alors, où est-ce et qu'est-ce que c'est? Racontez-nous ça. Alors, qui se situe en Normandie. Oui. Elle se situe en Normandie. Elle est considérée comme l'abbaye la plus hantée de France, puisque on peut y trouver des moines fantômes. On peut y trouver aussi une dame blanche, comme il en existe beaucoup d'ailleurs partout ailleurs en France. Bien sûr. Notamment, la dame blanche qui pourrait être Mathilde, qui était
était la petite fille de Guillaume le Conquérant, épouse de Geoffroy Plantagenet, duc d'Anjou, et qui a eu pour fils Henri II, Plantagenet, qui deviendra duc de Normandie après. Donc c'est quelqu'un, personnage assez historique, et celle-ci fut emmurée par son père dans l'abbaye, qui lui reprochait un petit peu d'avoir les mœurs un peu légères, Oui. en vérité. Oui. Alors, je vais d'ailleurs donner une précision, car on retrouve dans beaucoup d'ouvrages traitant du sujet que Mathilde fut emmurée et les livres laissent supposer qu'elle est morte à Mortemer, ce qui n'est pas le cas. Elle est restée prisonnière plusieurs années, mais elle est morte très âgée à côté de Rouen. Ah oui, donc elle n'est pas morte dans d'atroces souffrances que l'on imagine emmurée, quoi. Parce que ça, c'est être enterrée vivante, quoi, quasiment. Tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, son fantôme reviendrait régulièrement hanter le lieu. Des témoignages au fil du temps, enfin je dirais au fil des ans, puisqu'ils sont réguliers, pensent avoir vu Mathilde, ils ont vu des lumières, des apparitions flotter, ils ont senti une présence. Il est vrai que ce lieu est assez atmosphérique, si je puis dire, déjà par l'esthétique. Ah oui, les murs qui restent debout sont assez portent à l'étrange, quoi, vraiment, hein. Oui, tout à fait. Il y a une espèce dans ce lieu, une espèce de sérénité, de calme, et à la fois on sent quelque chose, que ce lieu est habité. Et l'atmosphère est tout à fait différente du jour de la nuit, parce que j'ai bien sûr visité, enquêté sur ce lieu le jour comme de nuit. Ah oui, la nuit, ça doit faire quelque chose la nuit quand même. Oui, il y a une atmosphère assez particulière, je dirais, qui pourrait peut-être effrayer certaines personnes, mais bon, avec l'habitude, je n'ai jamais eu peur de ce genre de choses en fait, puisque ça fait partie de mon éducation, donc j'ai pas de raison d'avoir peur. Je dirais presque que je me sens bien dans les lieux hantés. C'est vrai. Oui, tout à fait. Oui, parce que là, il s'agit de murs qui restent debout, avec des ouvertures, des fenêtres qui donnent sur rien, puisque le mur est tout seul à être debout, et on imagine que la nuit, ça doit être quand même très inquiétant comme ambiance. Même s'il y a cette espèce de silence, enfin si, au contraire, le silence doit renforcer ça. Le moindre bruit, le moindre son, le moindre souffle d'air doit inquiéter. Oui, je dirais même que c'est plutôt l'inverse, puisque la nuit, il y a quand même quelques bruits, enfin les bruits de la nature, oui. Et qu'il arrive parfois qu'il n'y ait plus un seul bruit. La nature se tait l'espace d'un instant. Là, ça devient un petit peu plus inquiétant. Oui, j'imagine. Et vous y avez passé une nuit entière à enquêter, par exemple, sur ce lieu ? Oui, j'ai passé plusieurs nuits. J'ai aussi tourné certaines choses là-bas. Alors, il y a eu je peux vous raconter quelques petites anecdotes. Ah oui, allez-y, oui. J'ai, j'ai amené plusieurs équipes de télé là-bas régulièrement. Et que, à chaque fois, il y avait toujours des petites choses assez drôles, mais en même temps intrigantes. C'est-à-dire que les batteries de la caméra qui étaient chargées se vidaient en l'espace d'une minute, plus rien. D'accord. Et que 5 minutes après, ces batteries étaient de nouveau en état de marche. Et ce qui est étonnant, c'est que ces batteries qui donc alimentaient la fameuse caméra, cette Betacam, se vidaient complètement au lieu même où Mathilde serait parfois aperçue. C'est assez étonnant. Moi, j'ai eu une époque, il y a maintenant de cela 5 ans, je coproduisais une émission canadienne sur les phénomènes étranges. Oui. Et une nuit, donc, alors qu'on était en repérage, nous avions laissé la caméra sur le siège arrière de la voiture. Alors, il faut savoir que sur les caméras, il y a un système de sécurité. Si on laisse la caméra allumée, celle-ci se coupe automatiquement au bout de 2 minutes. D'accord. On fait le repérage du lieu, on revient dans la voiture et la caméra tournait elle-même. Elle s'était mise en marche, ça faisait 2 minutes qu'elle s'était mise en marche et elle filmait toute seule. Donc ce sont des petites choses comme ça qui assez troublantes, mais amusantes en même temps.
Oui, enfin ça dépend de quel point de vue on se place, mais c'est vrai, ça peut effrayer quelqu'un, un néophyte, je dirais. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et sur le film Rassurez-nous ou alors Inquiétez-nous, il n'y avait rien? Il n'y avait rien. Ah, dommage. Je n'ai pas, enfin, il n'y avait rien. Il y a eu quelque chose. D'ailleurs, j'explique ça très bien sur le site, maisonhantée.com. Ouais. Nous avons été entourés par une respiration qui a duré à peu près 5 minutes. Une respiration qui s'amplifiait, qui s'intensifiait dans le rythme. Alors, il faut savoir que dans un lieu, dans la nature, et surtout dans un lieu prétendument hanté, on peut entendre des respirations. Parfois, ces respirations ont une explication tout à fait naturelle, logique. Ouais. En l'occurrence, cela peut être une chouette cachée dans un coin, et c'est vrai que une chouette qui respire est assez impressionnant. Sauf que là, ce n'était pas une chouette, je connais bien la respiration de la chouette, donc ça ne ressemblait à rien de tout ça. Donc cette respiration a duré 5 minutes, elle faisait le tour de notre petit groupe et au bout de 5 minutes, elle s'est éloignée. Ouais, ça doit être sympa de venir faire du repérage ou de filmer avec vous, dis donc. Oui. Il faut avoir les nerfs assez solides quand même. Et vous, ça ne vous inquiète pas? Au contraire, vous trouvez ça, c'est votre élément naturel, je dirais. Oui, parce que je n'ai pas, j'ai toujours, depuis mon enfance, le paranormal, si on met ça dans le paranormal, bien évidemment, a toujours été normal. En fait, la plupart des gens de la population se font une idée du fantôme, une idée du spectre, qui est issue directement des stéréotypes ou des clichés littéraires, cinématographiques, et aussi issu des stéréotypes des séances spirites. Ce sont deux univers bien différents. Oui, tout à fait. Et donc, la plupart des gens pensent automatiquement, ou en tout cas à 90%, qu'un fantôme peut être dangereux, malveillant, ça peut être une entité maléfique, alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc on commence à se créer la peur mentalement avant vraiment de l'expérimenter, quoi. Oui, tout à fait. Alors, vous nous emmènerez tout à l'heure découvrir des lieux hantés qui sont dans le livre de Simon Marsden, le château de Palluel en Dordogne, l'histoire de cette Dame Blanche, encore une, dans le château de Bonaguil, dans le Lot-et-Garonne, ou le fantôme de Louise au château de Gramont, dans les Pyrénées. Mais avant d'en arriver à nos régions, quel est pour vous en France, vous m'avez dit j'en connais mais qui ne sont pas dans le livre, celui qui est dans le livre, moi c'est l'abbaye de Mortemer, mais qui ne sont pas forcément dans le livre et qui pour vous sont vraiment très très intéressants, ou un lieu avec lequel vous avez une relation affective, je ne sais pas, un lieu hanté évidemment. Bien sûr. Alors c'est vrai que c'est assez difficile parce que je dois préciser que le sujet étant tabou en France, je connais des lieux très hantés, entre guillemets, et que les propriétaires ne veulent pas que ça se sache. Donc évidemment... Ce que je comprends un peu, c'est vrai, en même temps, oui, c'est vrai. Oui. Et oui, parce que il y a toujours une espèce de... Pour vous donner une idée un petit peu à l'état d'esprit, comment on reçoit les fantômes en France, c'est qu'en Angleterre, un château ou une maison qui a un fantôme, la valeur de la maison est, je dirais, augmentée. En France, c'est tout le contraire. Vous voyez ? Ah oui, complètement. Personne n'oserait acheter une maison prétendument hantée, c'est vrai. Et oui. Et donc, ce qui fait que, les propriétaires ou les locataires ne veulent pas que ça se sache, et puis aussi, ils ont peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de nous, on ne serait pas un peu fou, enfin bref, il y a toute une espèce d'omerta, on va dire, sur ce domaine, qui fait que c'est assez difficile de parler de lieux. Mais par contre... sans citer un lieu ou sans citer de nom, peut-être raconter une histoire à ce moment-là. Oui, alors je vais citer d'ailleurs un lieu qui n'est pas dans le livre de Simon Marsden. C'est un lieu qui est en cours... Mon enquête est en cours, en fait, qui se situe non loin de Paris, dans l'Oise, qui est le château de Coy-la-Forêt, qui se trouve non loin de Chantilly, en fait. C'est un ancien moulin qui a été rénové au XIXe siècle,
qui est maintenant un petit castel dans le plus pur style néo-gothique. Donc déjà, on plante l'ambiance. Oui, tout à fait. Oui. Mais qu'à l'origine, avant ce moulin, c'était un château qui a été édifié soit par Blanche de Castille, donc la mère de Saint-Louis, ou par Blanche de Navarre, épouse de Philippe VI de Valois. Oui. On ne sait pas trop. Et que, alors on dit que ce petit castel, ce petit château est hanté par encore une dame blanche. Vous voyez, elles sont nombreuses en France. Oui. Je suis allé faire un tour, d'abord tout seul. J'ai ressenti certaines choses, bien évidemment. J'avais mes petits appareils qui permettent de savoir s'il y a des phénomènes anormaux ou pas. J'ai eu... alors c'est très difficile à expliquer par des mots. J'ai eu le sentiment, à un endroit bien précis, qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un, une âme ou un fantôme, enfin un fantôme de sexe masculin. Je l'ai visualisé habillé à la façon du 19e siècle et pendu à un arbre. Donc j'ai essayé de faire des recherches. Pour l'instant, je n'ai pas abouti. Mais par contre, un mois après, je suis revenu avec une amie qui est médium. Oui. Donc bien sûr, je ne lui ai pas parlé de ce que j'ai pu ressentir. Et au même endroit, elle a vu exactement la même chose. Donc Un homme habillé façon 19e siècle pendu à un arbre. Exactement. Donc je suis en train de faire des recherches pour l'instant pour voir si effectivement il y a eu durant le siècle passé ou plutôt au 19e. Oui, un assassinat, un suicide, une pendaison en tout cas. Voilà, exactement. Et donc cet ami aussi a visualisé une femme blonde sur un cheval. Il se trouve, alors j'ai fouillé, et il y aurait eu une reine, la reine Brunehaut, qui avait une réputation diabolique dans la région et qui parcourait aux alentours du château les chemins, qui parcourait les chemins sur un cheval. Oui. Donc, est-ce qu'elle l'aurait visualisé ou pas? Donc en fait, l'enquête est en cours, si je puis dire. Oui. Mais il est vrai que l'atmosphère là-bas est assez chargée. C'est un petit château planté dans les bois avec des étangs autour. Il y a vraiment une atmosphère assez particulière. Oui, qui se prête à ça. Dites-moi, Eric Pearson, est-ce que il existe, parce que ça vous devez le savoir, des photos de fantômes ou des films montrant des fantômes? Oui, alors il y a effectivement des vidéos, il y a aussi des photos, bien que, je suis le premier à le dire, une vidéo ou même une photo n'est pas une preuve absolue de l'existence. Oui, surtout avec les qualités, enfin les moyens techniques que l'on a actuellement, c'est très facile de tromper quelqu'un, j'imagine. Et exactement, c'est pourquoi parce que je fais parfois des conférences sur les fantômes. Mm-hmm. Et je demande aux personnes qui veulent essayer de capturer un fantôme à travers un appareil photo de prévoir un appareil photo argentique, c'est-à-dire avec pellicule. Oui. S'il y a quelque chose, cette anomalie va être imprimée sur la pellicule. Mm-hmm. Et qu'alors alors que sur un numérique, bien, il est très facile effectivement avec les moyens que l'on a aujourd'hui de rajouter quelque chose. Oui. Hein. Donc utiliser un appareil photo classique, c'est-à-dire argentique, est une preuve de plus, quoi. Tout à fait. Et pour avoir plus de chance, je vous conseillerais d'utiliser des pellicules infrarouges qui peuvent capter ce que l'œil humain ne peut voir. Oui. Et vous avez eu entre les mains des documents de ce type-là qui vous semblent être intéressants? Oui, tout à fait. Je vais revenir à Mortemer, oui. Puisqu'il y a eu une photo assez troublante qui a été prise là-bas il y a maintenant une petite dizaine d'années. Mm-hmm. Alors voilà comment ça s'est passé. Une journaliste était venue faire des photos de l'abbaye en ruine, des ruines, mais qui n'avait sa venue à l'abbaye n'avait strictement rien à voir avec l'univers des fantômes. Et puis c'est une journaliste très cartésienne, très rationnelle, très sceptique. Et donc elle commence à prendre les ruines en photo. Alors c'était, pour situer l'ambiance, il devait être 10h, 11h, c'était de nuit. Oui. Elle prend les ruines en photo et d'un coup le flash ne fonctionne pas. Elle prend plusieurs photos sans que le flash ne fonctionne. Le flash se remet à fonctionner, elle finit
et quelle ne fut pas sa surprise quand 2 jours après elle fit développer la pellicule, il y avait sur ces photos des formes. En fait, il y avait une série de photos où une espèce de masse d'énergie essayait de prendre forme, et sur une photo précisément, on voit une forme féminine. Oui, avec les 2 bras le long du corps, les cheveux assez longs, c'est ça? Enfin, voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand on agrandit, quand on zoome cette photo, on voit dessiner sur l'épaule de cette forme une espèce un crâne humain, et il se trouve que l'endroit où a été prise la photo est l'endroit où Mathilde est censée apparaître, et à 10 mètres du lieu où a été prise la photo, un crâne a été retrouvé, qui est maintenant exposé d'ailleurs dans l'abbaye de Mortemer. Oui. Donc coïncidence troublante. Et donc cette journaliste ne pouvait pas accepter le fait, elle a fait examiner la pellicule par des spécialistes, par des experts. Bien sûr, oui. Et donc tous sont formels, il n'y a pas trucage, enfin il n'y a pas rajout. Il n'y a pas aujourd'hui tricherie, encore, oui. elle ne comprend pas comment cette forme ait pu apparaître, ou en tout cas ait pu s'imprimer sur la pellicule. Et aujourd'hui encore, 10 ans après, elle continue à se poser des questions. Donc cette photo vous semble vraiment intéressante? Cette photo, oui, me semble très intéressante. Parce qu'il est vrai que habituellement, je reçois de nombreux courriers chaque jour, et parfois des photos, et qui en fait, la majorité de ces photos sont en fait des explications tout à fait naturelles. Des jeux de lumière, des choses comme ça. Oui. Exactement. Il peut y avoir de la fumée de cigarette, par exemple, qui peut être pris par erreur pour une apparition. Il peut y avoir un cheveu qui tombe devant l'objectif. Oui, c'est vrai. Et en photo, il y a. Alors, on parle pour ceux qui s'intéressent aux fantômes, des fameux orbs. Il s'agit de petites boules lumineuses qui apparaissent parfois sur les photos. Et certains disent que ces petites boules lumineuses représenteraient l'âme des défunts. Donc le seul problème, c'est que c'est très controversé parce que effectivement, on peut reproduire, sans le vouloir, ou consciemment ou inconsciemment, ces petites boules. Ça peut être le reflet sur la lentille de l'objectif, le reflet d'une lumière qui est à proximité. Ça peut être aussi une particule de poussière en suspension dans l'air. Tout à fait. Ça peut être aussi du pollen en suspension dans l'air. Donc, Mais cette photo, en tout cas, de l'abbaye de Mortemer est fascinante, fascinante, cette forme comme ça très diaphane de cette femme aux cheveux longs et aux bras le long du corps, avec une espèce de taille très très mince, et puis ça finit par une sorte de, alors on ne sait pas si c'est des espèces de tentacules de filaments ou de plis de robe. Enfin c'est vraiment assez étonnant. Et ces photos, enfin, et là la forme a une couleur blanche transparente. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Éric Ferson, vous restez avec nous, une pause, et puis nous allons avec vous se balader dans notre région. On va commencer par le château de Palluel en Dordogne dans quelques minutes, et ensuite aller rendre visite à la Dame Blanche du château de Bonaguil dans le Lot-et-Garonne. Si vous-même vous connaissez des histoires de maisons hantées, s'il vous plaît, venez nous en faire part, venez nous les raconter. Morad est au standard au 0826 300 300, 0826 300 300, ou envoyez-moi un SMS. Ça arrive directement sur l'écran qui est à côté de moi. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire, ou vous nous envoyez votre numéro de téléphone pour que l'on vous rappelle, et vous envoyez le tout pour les SMS au 71 200. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Je suis en compagnie d'Éric Ferson, qui est chasseur de fantômes et qui est le créateur d'un site tout à fait passionnant qui s'intitule maison-hantée.com au singulier,
où vous retrouverez plein d'histoires de fantômes et toute l'actualité liée aux maisons hantées. Nous parlons également d'un livre magnifique que je vous recommande pour ces fêtes de fin d'année qui arrivent, un livre d'un photographe, Sir Simon Marsden, anglais évidemment, et il s'intéresse comme tous les Anglais de très près à tout ce qui est fantôme. Ce livre est publié aux éditions Flammarion et il s'intitule La France hantée, voyage d'un chasseur de fantômes. Eric Fearson, venons faire une petite balade dans notre grand sud et, si vous le voulez bien, commençons par un très beau pays, la Dordogne, où il y a plein d'histoires d'ailleurs de maisons hantées. Simon Marsden en a recensé 4. Il y en a plein d'autres, le château de Palluel, le château de Lerme, l'église monolithe de Saint-Jean à Aubeterre-sur-Dronne et le château de Lanquet. Mais parlons du château de Palluel. Du moins, vous allez nous en parler. Eh bien alors, le château de Palluel, que je ne connais pas personnellement parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, loin j'ai de pas vos pu bases, enquêter, mais Simon Marsden m'en a beaucoup parlé. Il l'a d'ailleurs visité pour ce livre, justement, oui, pour son livre. Donc pour situer un petit peu ce château, c'est un château qui date du XIIIe, XIVe siècle, mais qui fut cependant rénové par le prince de le prince de Goy au XIXe siècle, dans un style très néo-gothique. À croire que les fantômes aiment le style néo-gothique. Décidément. Dites-moi, est-ce qu'il y a justement, c'est une question qui est intéressante à poser, est-ce qu'il y a une préférence pour les lieux hantés que l'on peut mettre en parallèle avec soit une architecture particulière ou une période de construction particulière? Alors, oui, on pourrait le penser. Mais ce qui n'est pas vrai. Il est vrai que si l'on feuillette le livre de Simon Marsden, on se rend compte que les atmosphères sont à peu près semblables. Il aime bien l'architecture néo-gothique. Oui, tout à fait. Oui. Mais on peut trouver des fantômes autant dans des vieilles habitations, dans des vieux châteaux, des manoirs, comme on peut trouver des hôpitaux, des écoles hantées, des HLM aussi. Il n'y a pas de règles en fait. D'accord, oui, très bien. Il n'y a pas effectivement de règles ou d'architecture bien précise. Oui, ni de période de construction bien précise. Non, très tout à bien. fait. Alors, revenons à ce fameux château de Palluel. Alors, le château de Palluel, qui a été habité jusqu'en 1931 par ce fameux prince qui l'a rénové. Ensuite, durant la guerre, les souterrains de ce château ont servi à cacher des armes. Malheureusement, les Allemands s'en sont rendus compte et il a été incendié en 1944. Donc, il a eu un vécu tragique récemment. Oui, tout à fait. Alors, apparemment, il n'y aurait pas d'histoire de fantômes qui circulerait. En tout cas, si on en croit les paroles du propriétaire. Mais Simon Marsden a eu des ressentis là-bas, sentiments de tristesse, de mélancolie, il s'est senti observé. Ouais. Donc maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Mais il est vrai que la population parle de ce château comme étant un château hanté. Ouais. Il faut savoir aussi que durant la guerre, justement la résistance colportait des histoires de fantômes sur ce lieu pour éloigner justement les curieux. Ah, peut-être. Effectivement. Oui, tout à fait. Donc, hanté ou pas hanté, selon Simon Marsden, il y a bien quelque chose. Maintenant, il faudrait approfondir l'enquête pour savoir si effectivement celui-ci est hanté ou pas. Oui. Et alors, passons à un autre château, la Dame Blanche du château de Bonaguil dans le Lot-et-Garonne. Alors c'est vrai que moi-même étant natif du Lot-et-Garonne, ce château, je ne le connais pas bien, mais je le connais un peu. Et c'est quoi cette histoire de Dame Blanche au château de Bonaguil? Alors parce que Simon Marsden y est allé, évidemment. Il est allé sur tous les lieux pour les photographier et les ressentir. Bien sûr, oui, tout à fait. Il faut, je le précise ici, tous les lieux qu'il évoque dans son livre, il les a tous visités. Oui. Ce qui est assez rare dans la littérature fantomatique, si je puis dire, puisque beaucoup d'ouvrages ne sont bien souvent que des compilations de lieux. Ce sont surtout des théoriciens qui récoltent les histoires sans pour autant se rendre sur place. Simon Marsden, lui, s'est rendu sur place. D'ailleurs, il a fallu pour rapporter justement ces magnifiques photos. Oui, ne serait-ce que pour ça.
Alors, Voilà. dites-moi. Alors, le château de Bonaguil, donc qui est un château qui date du 15e ou 16e siècle, enfin dans cette période, Ouais. et qui est effectivement, on le dit, hanté par une dame blanche. Alors, on suppose que c'est le fantôme de Marguerite, qui était la fille du seigneur Béranger de Roquefeuille, qui est un seigneur assez cruel, Ouais. et que celle-ci fut mariée de force par son père, un vieux comte, Mhm. et ce comte mourut le jour du mariage, subitement. D'accord. Et cette fameuse Marguerite en profita pour s'enfuir, et on ne la revit plus jamais. Et depuis, on dit que, en tout cas la légende affirme que son fantôme reviendrait hanter le lieu. Mhm. Elle serait vêtue de blanc et elle errerait dans les grandes salles et dans les couloirs du château en gémissant. Alors à noter que c'est un fantôme cyclique puisqu'il apparaît chaque soir de novembre. Alors, si le cœur vous en dit l'année prochaine, Chaque soir de novembre. chaque soir de novembre. Oui. Donc maintenant, on le voir ou pas, il faut être aussi sensitif. Enfin, en tout cas, les témoignages récoltés quant à cette apparition, à chaque fois, ça tombait au mois de novembre. Il y a des auditeurs, Eric Fierson, qui nous appellent. Dans quelques minutes, on les aura avec nous à l'antenne et qui ont envie de vous poser des questions et de participer donc à notre conversation. Donc, si vous le voulez bien, ils viendront nous rejoindre dans quelques minutes. D'accord. Emmenez-nous sur un autre site, le château de Gramont, par exemple, dans les Pyrénées. Alors, le château de Gramont, alors qui est un château, lui, qui est plus ancien, puisqu'il date du XIIIe siècle, Oui. et qui était un repère de bandits. Il faut dire que Guilhem de Gramont, le seigneur du château, était assez cruel et impitoyable. Il y a toujours des histoires dramatiques à la base, quand même. Hein. Oui, Ça, oui, c'est il y a vraiment une souvent, constante. bien souvent des histoires dramatiques. Mhm. Suicide, meurtre, mort violente, brusque en tout cas. Ouais, ouais, ouais. C'est bien souvent ça. Hein. Mhm, mhm. Et donc, en 1523, ce château fut assiégé par l'armée du prince d'Orange et les Espagnols finirent par incendier le lieu et massacrèrent tous les survivants de cet incendie. Mhm. Donc, le passé déjà assez chargé. Oui. Bien plus tard, il y a eu le comte Antonin II de Gramont qui, en revenant de la chasse, a surpris son épouse, Louise de Roquelaure, dans les bras de son amant. Pas bon, ça. Donc, le comte tua l'amant d'un coup d'épée. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est fait. D'accord, très bien. Au moins, ça, c'était réglé. Donc, elle, Louise, a réussi à s'enfuir. Elle se réfugia dans un couvent. Alors, évidemment, le comte la retrouva très rapidement. Il l'enferma dans le donjon. Et il y a eu une parodie de jugement avec une mise en scène macabre. Et bien, l'épouse fut condamnée à mourir, en fait, condamnée à mort. Ouais. Alors, on ne sait pas comment la sentence fut exécutée, mais en novembre 1610, l'intendant du comte informait l'évêque de Bayonne que Louise de Roquelaure était morte. Alors, il y a une autre version qui affirme que Louise tomba dans un puits et se tua. Mhm. Le donjon fut ensuite rasé et une chapelle fut érigée à sa place. Alors, bien évidemment, on ne connaîtra jamais la vérité, Bien mais sûr. il se dit que depuis lors, le fantôme de Louise continue à errer parmi les ruines du château de Gramont, Ouais, à la recherche de son malheureux amant. évidemment. Et dans les lieux hantés comme ça, des gens vous ont rapporté des témoignages étonnants, c'est-à-dire qu'ils vous ont vous-même surpris de par leur véracité. Vous voyez, enfin leur véracité, leur comment dirais-je, leur force, parce que on sent finalement quand quelqu'un raconte quelque chose, qu'il blague ou que, Tout à fait. mais on sent aussi s'il y a eu une véritable frayeur à la base de ce témoignage. Bien sûr, tout à fait. De toute façon, les affabulateurs, on les repère très très vite. Mm. Quand je me trouve en face d'un témoin qui a véritablement vu quelque chose, d'abord je n'ai aucune raison de ne pas croire en son témoignage, Oui. et que oui, ça, bien souvent ces personnes sont déstabilisées. Mhm. Elles sont très sensibles à ce type de choses. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont vécu ce type de phénomène, cette manifestation, parce qu'ils n'y sont pas préparés. Mhm. Donc, alors c'est vrai qu'il y a eu des choses dans les témoignages, des choses étonnantes.
témoignage, il est difficilement possible de faire quelque chose avec un seul témoignage. Mais par contre, si on récupère plusieurs témoignages, entre des témoins qui ne se connaissent pas, bien évidemment, qui ont vécu la même chose, expérimenté la même chose dans les mêmes lieux, là, il y a des questions à se poser. Là, c'est déjà, on se dit que là, il y a quelque chose à creuser, quoi, en tous les cas. Tout à fait. Ouais. Selon vous, quelle est si tant est qu'on puisse répondre à cette question, mais la région de France la plus hantée, qui a le plus de lieux hantés? Alors, je dirais que les lieux hantés il y en a un petit peu partout dans chaque région de France. Selon mon expérience personnelle, la Normandie regorge de lieux hantés, la Bretagne aussi, et notamment l'Auvergne. Ah oui, l'Auvergne aussi. Oui, l'Auvergne est une région où les fantômes abonderaient. En tout cas, Simon Marsden a été frappé par l'Auvergne et cette profusion de lieux hantés. Oui, mais c'est vrai que c'est beau. Remarquez, je ne connais pas très bien ni la Bretagne ni la Normandie, mais l'Auvergne, c'est magnifique. Il y a des lieux qui se prêtent à à créer l'ambiance de hantise. Tout à fait. Eric Ferson, Damien, un de nos auditeurs, vient de nous rejoindre. Bonsoir, Damien. Bonsoir, monsieur. Damien, appelez-moi Louis, Damien. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Damien, vous nous appelez d'où? À côté de Lourdes, Pyrénées. Très bien. Est-ce que par hasard vous connaîtriez une histoire autour de chez vous, une histoire de maison hantée? Pas autour de chez moi, non. C'est pour ça. Ça faisait partie d'une de mes questions. Oui. Alors allez-y. Vous avez des questions à poser à Eric Ferson? Oui. Donc bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander quand vous partez enquêter sur des lieux hantés, que vous savez qu'ils sont hantés. Est-ce que le fait de justement le savoir, ça fausse pas votre jugement? Oui, non, effectivement. Bonne question, Damien, oui. Et je comprends tout à fait votre question, puisqu'il faut savoir qu'une hantise peut se créer psychologiquement. C'est-à-dire, le fait de savoir qu'on va dans un lieu hanté, on commence à fabriquer la hantise avant même d'y arriver. Oui. En tout cas, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas quand des gens vont sur des lieux hantés. Moi, je n'ai pas ce problème, puisque comme je le disais en début d'émission, c'est pour moi un univers qui est presque normal. Il y a des choses, il y a des fois des lieux sur lesquels je me rends où je ne ressens rien et où il n'y a rien. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ce lieu n'est pas hanté, mais au moment où j'y suis allé, il n'y avait rien. Oui, vous n'avez rien ressenti, oui, tout Exactement. à fait. Et donc, et je ne me fais pas, manipuler par l'atmosphère. Bien souvent, je rencontre, alors j'ai eu beaucoup de cas, j'ai été enquêté dans des lieux hantés, supposés hantés, et qu'en fait, la hantise, elle n'existait pas. Alors, pourquoi on a dit que ce lieu était hanté? Simplement qu'une maison un peu isolée, avec une allure un petit peu étrange ou macabre. De plus, si celle-ci n'est pas habitée ou si les habitants y restent très peu de temps, aussitôt dans la région, la rumeur court que la maison est hantée et en fait, il n'y a rien. Oui. Oui. Parce qu'aussi, peut-être aussi pour une question, peut-être pas touristique, mais quand vous parlez des châteaux hantés et tout, peut-être que si on dit qu'en fait, ils ne sont plus hantés, je sais pas, ça pourrait attirer un peu moins de monde ou des trucs comme ça, non? J'ai pas compris la fin de la c'est pas question. mal. Damien a dit, c'est aussi pour une question de tourisme. Si on dit qu'un château n'est pas hanté, du coup, les touristes viendraient moins, finalement. Ce n'est pas le cas en France. C'est le cas en Angleterre, mais c'est pas le cas en France. Au contraire, ça fait fuir le touriste. En France, non, ce n'est pas malheureusement pas le cas. Malheureusement ou heureusement, enfin moi je dis malheureusement, mais le tourisme du mystère est quelque chose qui ne passionne pas véritablement les Français. Enfin, qui les passionne et en même temps qui ne les passionne pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'attraction-répulsion quant à cet univers. C'est-à-dire qu'on aimerait en savoir plus, on aimerait aller visiter, mais en même temps, on veut pas trop s'y approcher. Donc, moi, je m'y intéresse quand même un petit peu, là, à ce monde, mais
j'ai une vision plutôt sceptique. Je préfère découvrir par moi-même et tout ça. Mhm. Bien évidemment, bien sûr, bien sûr. Ce qui est l'attitude la plus saine à avoir, Damien, si vous voulez arpenter ce genre de sentier. Il faut être sceptique à la base et Voilà. être très, comment dirais-je, avoir du recul et analyser avec sang-froid, parce que sinon vous partez en vrille très vite. Bien Voilà, sûr. voilà. Bien sûr, il Le faut fait de suite, toujours. la diffusion, tout ça. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Voilà, il faut se positionner, comme diraient les bouddhistes, dans la voie du milieu, c'est-à-dire ne pas vouloir croire à tout prix, comme ne pas vouloir réfuter tout. Voilà. Mhm. Il faut garder la tête froide. Voilà. Toujours avoir du recul quand on visite un lieu hanté et avoir le sens de l'humour, toujours. C'est très british, ça, finalement. C'est très british, oui, complètement. Ouais. Eric Ferson, vous nous avez parlé tout à l'heure d'appareils Mhm. que vous emmenez avec vous sur un lieu pour qu'il vous donne quelques indications s'il y a hantise ou quoi. En quoi consistent ces appareils? Alors, il y a plusieurs, je dirais plusieurs appareils. Alors, je vais pas tous les aborder parce que la liste Oui. serait longue. Ouais. Mais en tout cas, je peux aborder les appareils principaux. Mhm. Alors, un des outils les plus connus des chasseurs de fantômes et qui fait forcément partie du trousseau du chasseur de fantômes étant le détecteur de champs électromagnétiques. Un détecteur de champs électromagnétiques. Ouais. Voilà, cet appareil est capable d'enregistrer les anormalités dans un lieu hanté. Ouais. Parce qu'on sait, ou en tout cas les spécialistes qui ont planché sur la question, pensent que les spectres sont une forme d'énergie et que cette énergie crée un changement dans les champs électromagnétiques, Mhm. lequel changement est enregistré par cet appareil. Ouais. Alors bien évidemment, il faut savoir s'en servir, puisque ce détecteur est sensible aux sources électriques. Donc si on ne prend pas quelques précautions, il peut aussi enregistrer la présence d'appareils électriques très proches. Oui, oui, ou s'il y a un fil électrique qui passe dans le mur ou quelque chose comme ça, là c'est... Exactement, ou une ligne de haute tension qui passerait au-dessus du lieu Oui, hanté. bien sûr, j'imagine, oui, oui. Donc il faut, bien sûr, il y a Mhm. des règles pour s'en servir. D'accord, donc un détecteur de champs électromagnétiques. Exactement. Alors si on ne possède pas de ce type de détecteur, qui est assez difficile à trouver, ou en tout cas qui est assez cher, on peut utiliser une boussole, une simple boussole. Oui. Alors bien sûr, c'est pas aussi précis et aussi fiable qu'un détecteur de champs électromagnétiques, Mhm. mais en tout cas, si la boussole est influencée par un autre champ d'énergie, eh bien elle va perdre le nord, en fait. Ouais. Oui, oui, d'accord. Elle va Mhm. bouger aléatoirement. D'accord. Alors, j'utilise aussi thermomètre infrarouge à visée laser, parce qu'il arrive, quand on explore un lieu hanté, il arrive fréquemment que la température chute brusquement et anormalement. Alors, cette baisse de la température n'est pas ressentie dans toute la pièce, mais à un endroit bien localisé, en fait. Ah oui, c'est très circonscrit alors, c'est vraiment... Exactement. Et donc, alors, pour que celle-ci soit significative, pour que la chute de température soit significative, Mhm. il faut au moins qu'il y ait un écart de 6 ou 7 degrés. Ah oui, quand même. Brusquement. Oui. Voilà. Et ce fameux thermomètre infrarouge à visée laser permet de localiser ces poches, je dirais, ces poches d'air froid Ouais. aux endroits bien précis. Mhm. Si jamais il y a quelque chose d'anormal qui passe dans le champ du laser, il va aussitôt l'enregistrer. Ouais. Donc, j'utilise aussi en parallèle un thermomètre simple, normal, qui Ouais. prend la température ambiante de la pièce. Mhm. Mhm. J'utilise Ouais. bien évidemment un appareil photo Argentique. argentique. Alors, je Ouais. prends aussi l'appareil numérique, Mhm. parce qu'il faut savoir que l'appareil photo numérique peut capter le spectre infrarouge. Donc parfois il peut y avoir des choses qui apparaissent sur les photos numériques. Ouais. Mais bien Ouais, évidemment, comme on l'expliquait tout à l'heure, ça n'a pas valeur de preuve. Oui. Hein. Oui, 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 oui. Je prends toujours de toute façon un appareil argentique avec pellicule. Mhm. Alors j'utilise aussi une caméra, une vidéo avec vision infrarouge, Oui. pour détecter ce que l'œil ne peut pas voir. Mhm. Je prévois aussi toujours un carnet et un crayon pour noter toutes les anormalités, ou alors un petit dictaphone, mais il arrive très souvent que
dans les lieux hantés, les batteries se déchargent inexplicablement. Donc crayon et papier classique, quoi. Et exactement, tout à fait. Alors il m'arrive aussi d'utiliser des instruments non conventionnels, qui ne sont pas validés par les scientifiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pendule ou les baguettes de radiesthésie, parce que je pars du principe que si un outil fonctionne, je n'ai aucune raison de ne pas l'utiliser. Et alors, la dernière chose, cela va peut-être faire rire certains de vos éditeurs, qui n'est pas, j'utilise non pas un objet, mais un animal de compagnie. Souvent, j'amène un chien dans les lieux hantés, car ils ont la capacité parfois à ressentir certaines choses. Oui, que les êtres humains, enfin que nous ressentons pas, quoi. Exactement. Donc, en gros, voilà un petit peu, sans entrer dans d'autres détails, parce qu'il y a des tas d'appareils. On peut aussi utiliser une caméra thermique. Il y a des tas d'appareils. Mais voilà, en gros, les appareils qu'on peut utiliser lors d'une chasse aux fantômes. Bien. Eric Fearson, une nouvelle pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler de votre site internet. Préparez-nous juste 1 ou 2 lieux de la France hantée, extrait du livre de Simon Marsden, pour nous les présenter juste après la pause. Ensuite, nous parlerons de votre site internet et enfin nous écouterons, nous accueillerons le témoignage de Paul du Gers qui viendra nous rejoindre pour nous parler du fantôme qu'elle a aperçu, fantôme d'un chanteur ô combien célèbre. Des aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie d'un chasseur de fantômes, il s'appelle Eric Fearson. Il est avec nous depuis le début de cette émission. C'est le créateur d'un site internet tout à fait intéressant que je vous recommande si vous vous intéressez, si vous voulez en savoir plus sur les maisons hantées. Ce site internet s'appelle tout simplement maison-hantée.com, au singulier le tout. Donc vous tapez les www.maison-hantée.com et là vous aurez tout ce qui concerne l'actualité de la petite hantise et de la grande hantise, avec notamment une interview de Simon Marsden qui vient de publier un livre magnifique donc qui s'intitule La France hantée, voyage d'un chasseur de fantômes aux éditions Flammarion, avec des photos noir et blanc absolument superbes. Vraiment, c'est un photographe de très très grand talent, hein, Eric Fearson, vous ne direz pas le contraire. Oui, tout à fait. Alors, avez-vous choisi 1 ou 2 lieux extraits de ce livre, justement, La France hantée, que vous pourriez nous présenter ? Eh bien, je pourrais vous présenter, parce que je connais bien ce lieu, le cimetière du Père-Lachaise à Paris. Je voulais vous en parler justement, parce que alors ça, si c'est un lieu emblématique symbolisant la mort, c'est vraiment le cimetière du Père-Lachaise. Tout à fait, tout à fait. Et qui est considéré comme le plus beau cimetière du monde. C'est vrai ? En tout cas, la partie romantique, hein, parce qu'il y a ce cimetière a traversé différentes époques, donc il y a différents styles, mais celle que l'on appelle la partie romantique est vraiment une partie très atmosphérique. Et il y a effectivement plusieurs fantômes qui semblent hanter cet endroit. Alors, il y a notamment le gardien, on parle du gardien du cimetière qui prendrait la forme d'un chat roux exceptionnellement gros. Alors on n'en sait pas plus, mais en tout cas, j'ai enquêté dans ce lieu durant plusieurs jours, presque une semaine, et j'ai recueilli aussi des témoignages, j'ai ressenti des choses, parfois la sensation d'être observé, oppressé. Il y a effectivement plusieurs hantises, notamment. Il y en a tellement qu'il y a par exemple le fantôme de Chopin qui semblerait hanter le lieu. Ah bon, d'accord. Oui. Il est enterré là-bas et j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui m'ont affirmé avoir vu, en tout cas, ce fantôme. Il y a aussi le fantôme de Gérard de Nerval, le fameux auteur. Oui, bien sûr. Et qui était, je dirais, durant sa vie, qui était très versé dans l'occulte, le mysticisme. Donc j'ai recueilli un témoignage, en tout cas, sur cette hantise, sur ce fantôme. Apparemment, Simon Marsden aussi. Donc il y a on peut
couper certaines choses, quoi, en Oui. fait. Hein. Mais est-ce que, en ce qui concerne aussi bien le fantôme de Chopin que celui de Nerval, est-ce que les gens les ont vus en entier comme ils passaient, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, Oui, en oui, couleur, vraiment comme il verrait passer une personne, à part que il s'agissait de Nerval ou de Chopin, ou alors c'était des formes beaucoup plus floues. Eh bien, alors moi, le témoignage que j'ai recueilli par exemple, quant au fantôme de Gérard de Nerval, oui, oui. Alors il aurait vu la présence d'un homme vêtu à la mode du 19e siècle, mais comme je dirais, comme vous et moi, quoi, d'apparence très consistante. Oui, Donc, voilà, oui. Hein, comme s'il était vraiment là, quoi. Exactement. Ouais. Et ce fantôme, ou en tout cas ce personnage habillé à la mode du 19e siècle, s'évapora derrière la tombe de Nerval. Et donc, imaginez la stupéfaction du témoin. Ouais. Et donc, après vérification, parce que ce témoin avait enregistré un petit peu le visage de cet étrange personnage, et après vérification, il a paru que celui-ci avait été le portrait craché du poète, qui est enterré là-bas. Donc maintenant, je n'ai recueilli qu'un seul témoignage concernant ce fantôme. Ce n'est pas assez pour... pour pouvoir étayer un dossier vraiment et creuser plus à fond. Mais il est vrai que à proximité de sa tombe, je dirais devant sa tombe, on sent c'est très difficile d'expliquer de traduire par des mots ce que l'on peut ressentir. On a cette impression d'être observé, d'être surveillé, d'être regardé. Alors, pourquoi la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi le fantôme de Gérard de Nerval reviendrait. Donc, alors, il faut dire qu'il est mort assez bizarrement, assez étrangement, je dirais, puisqu'on l'a retrouvé pendu petit matin du 26 janvier de je ne sais plus quelle année d'ailleurs. On l'a donc découvert. Mort violente déjà. Une mort violente, très violente et un peu énigmatique, parce que on l'a découvert rue de la Vieille Lanterne à Paris, et qui sont maintenant actuellement les Halles. On l'a découvert le matin à l'aube par un froid de moins 18 degrés, donc il était complètement bleui et il était torse nu. Et sur son torse étaient dessinés à l'encre plusieurs symboles de la Kabbale et le fameux pentacle de Salomon. Donc, c'est une mort assez bizarre. Et le plus étrange, c'est que la veille, il avait laissé un mot à sa tante chez qui il logeait. Ce mot disait « Ne m'attends pas ce soir pour dîner, la nuit sera froide et blanche. » Comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Donc, une mort assez étrange. Complètement. Donc maintenant, pourquoi reviendrait-il ? Est-ce qu'il veut nous signifier, nous envoyer un message ou pas ? Pour l'instant, ça reste un mystère. Mais oui, le cimetière. Le cimetière du Père-Lachaise est selon vous vraiment le lieu de promenade pour tous ceux qui vont à Paris en visite. Il faut absolument aller découvrir ce cimetière. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs, j'ai recueilli plusieurs témoignages. C'est une hantise assez, je dirais, qui n'est pas effrayante, mais qui est une hantise olfactive, c'est-à-dire par l'odeur. On ressent une odeur quand on passe à côté, pas tout le temps, et puis alors il faut être sensitif ou pas. Personnellement, je n'ai pas ressenti cette odeur, mais quand on passe à proximité du mausolée du chocolatier, le fameux chocolatier Meunier, il y a parfois des effluves de chocolat qui se font sentir. Ah, c'est étonnant ça. Donc c'est assez étonnant. Vous le savez, Eric Ferson, je l'ai dit au début de l'émission, on peut nous envoyer des SMS pour vous poser des questions, apporter un commentaire. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, c'est très important. Vous rédigez votre question et vous l'envoyez au 71 200 comme l'a fait Julien, avec une question tout à fait pertinente. Alors, on ne pourra pas, évidemment, d'une manière absolue, j'imagine, lui apporter la réponse ce soir, mais les fantômes ont-ils conscience d'être des fantômes, demande Julien. Oui, il est vrai que cette bonne question est pertinente. Alors, on peut pas affirmer effectivement qu'ils ont, parce qu'on ne peut pas le savoir.
Il est impossible il n'y a pas de preuve absolue qui nous démontrerait qu'ils sont à l'état de fantômes. Et puis il n'y a pas eu de dialogue. Enfin, j'ai jamais interviewé un fantôme pour ma part, ce que je déplore d'ailleurs. Mais Oui. on n'a pas eu l'occasion d'avoir un dialogue constructif, je dirais, et de fond avec un revenant, quoi. Bien sûr, parce qu'il semble... oui, alors, le problème est de savoir, est-ce qu'on peut d'abord communiquer avec un fantôme? Les spiritualistes vous diront oui, Oui, bien sûr, oui. Ouais. mais c'est une théorie, quoi. C'est juste une théorie. Hein. Mhm. Alors, est-ce que les fantômes peuvent communiquer avec les vivants? Alors, il y a plusieurs choses qu'on doit savoir. Quand ils viennent à communiquer, les fantômes ne sont pas comme nous, ne sont pas toujours capables d'utiliser la parole pour exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Chaque spectre va communiquer à sa façon. Son but étant avant tout d'attirer l'attention. Oui. Donc, leur façon de communiquer passe donc par les émotions, les bruits, les odeurs, les images, la façon d'apparaître d'un spectre aussi, le bruit qu'il fait, le type de fragrance qu'il laisse derrière lui, l'endroit qu'il hante le plus fréquemment et les objets qu'il choisit de déplacer sont une manière pour lui de communiquer. Le fantôme veut être remarqué parce qu'il essaye d'exprimer une pensée ou un sentiment, mais n'a pas la capacité de communiquer normalement, Mhm. en clair. Et il laisse une odeur. Vous avez parlé de fragrance tout à l'heure. Il laisse un parfum. Alors oui, il y a certaines hantises olfactives. Oui. Donc ces manifestations, alors on ne les voit pas forcément, on ne les entend pas forcément, mais ils se présentent sous forme d'odeur, une odeur particulière qui a un lien avec la vie de ce fantôme quand il était vivant, quand c'était une personne. Oui. Nous venons de recevoir un SMS signé de David du Lot-et-Garonne qui nous dit: je souhaiterais intervenir car j'ai vu et visité une maison hantée. Donc il nous a laissé son numéro de téléphone, on va le rappeler immédiatement pour qu'il puisse nous en dire un petit peu plus. On vous a appelé pour des cas de maison hantée, Eric Ferson? Oui, ça m'arrive régulièrement. Donc j'y vais parfois. Mm-hmm. Parfois, alors je demande qu'on me donne pas mal d'éléments, parce que sinon je serais incessamment tous les jours sur les routes. Hein. Oui, j'imagine. Oui. Donc, mais alors il m'arrive effectivement de me déplacer quand il me semble que le cas paraît intéressant. Et puis surtout, j'essaie de rassurer les personnes qui m'appellent, parce que bien souvent les personnes m'appellent parce qu'ils ne peuvent plus vivre, ou en tout cas ils ont du mal à vivre avec les phénomènes qu'ils expérimentent. Mm-hmm. Et que eh bien, comme je le disais un petit peu plus tôt dans l'émission, quand on est persuadé de vivre dans une maison hantée, on va avoir tendance à, tout ce qui se passe dans la maison, le chat meurt, la voiture tombe en panne, on va avoir tendance à croire que c'est de la faute du fantôme. Oui, le fantôme a le dos large, quoi. Et exactement. Oui. Alors j'essaie de les rassurer et puis de leur expliquer un peu ce qu'est un fantôme, et ce ne sont pas des entités malveillantes, ce ne sont pas des entités démoniaques, parce qu'il est vrai que la population agit, ou en tout cas pense que les fantômes sont des choses très négatives en fait. Oui, malveillante. Elles sont conditionnées par les stéréotypes ou les clichés en tout cas, dans un premier temps. Alors, Eric Ferson, nous avons David qui vient de nous rejoindre. David, bonsoir. Bonsoir Louis, bonsoir à votre invité. Bonsoir. Alors, vous nous appelez de Duras et vous nous avez envoyé un SMS au 71 200 pour nous dire que vous avez eu l'occasion de visiter une maison hantée. Ben oui, une maison dite hantée, oui, puisque, disons que j'ai entendu des histoires sur cette maison. Oui. Elle se trouve en Gironde. Ah, oui. Oui, je vous explique. Vous savez, je vous avais appelé là. Oui, tout à fait. Donc, vous me connaissez. Oui. Mais disons que c'est par hasard, puisque je suis, si vous voulez, mon métier, je suis vigile. Mm-hmm. Je travaille dans la sécurité. J'ai fait tout le mois d'octobre 2005 des interventions sur alarme chez des particuliers. Oui. Mm-hmm. D'accord. Et alors j'ai visité, donc j'étais chez un client. On avait une maison donc qui est un peu dans un endroit assez isolé. Donc c'est sur un petit village qui s'appelle Saint-Pierre-de-Bac. Je sais pas si vous connaissez, Oui. c'est dans la Gironde. Mm-hmm. Et à 1 ou 2 kilomètres, il y a une maison.
Donc avec. Donnez pas trop de détails, hein, juste pour pas ennuyer ceux qui y vivent encore peut-être, David, on sait jamais. On sait jamais. Effectivement. Et en fait, bon, c'est ce que j'ai entendu parler. Il y avait souvent un jardinier qui venait, qui vient souvent entretenir. Il m'a dit, Oui. il y a une histoire de la jambe de bois. Quesaco, c'est quoi ça? De la jambe de C'est-à-dire bois. la jambe de bois, c'est-à-dire apparemment la nuit, souvent, la personne qui habite là Mhm. entendait à côté, dans le salon, à côté l'escalier qui se trouve à côté, entendait souvent des pas. Mhm. Mhm. Un phénomène récurrent dans les maisons hantées, en tout cas dans les phénomènes de hantise. Ouais, Oui, Ah. voilà. Et bon, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent la nuit, j'étais appelé, ou même la journée, très souvent, pour intervenir à cette maison à cause d'une alarme d'intrusion, donc qui se déclenchait assez régulièrement, quoi. Oui. D'accord. Alors moi, je pense que dans cette maison, il devait y avoir peut-être un phénomène de poltergeist, quelque chose comme ça, quoi. Une présence, il y a vraiment une présence dans cette maison. Mais c'est-à-dire que quand l'alarme se déclenchait, il y avait personne à l'intérieur. Il y avait personne à l'intérieur, quoi. Mhm. Alors effectivement, alors j'ai quelques petites choses qui me viennent à l'esprit. Il m'arrive souvent dans les chasses aux fantômes d'utiliser des détecteurs de mouvement que je place un petit peu partout dans le lieu. Oui. Parfois, je filme le lieu en permanence Mhm. et les détecteurs se déclenchent alors qu'il n'y a personne qui est passé dans le rayon. En tout cas, dans le périmètre du détecteur de mouvement. Ouais. C'est des choses Oui, un petit peu étonnantes. Mais maintenant, quant à savoir si effectivement, alors c'est un phénomène récurrent, hein, entendre des pas au-dessus. Oui. Est-ce que ça peut être des animaux qui fassent ça? Vous savez, des pas, ça peut être une chouette qui marche ou un animal un peu lourd qui marche, un volatile quelconque, je sais pas. C'est probable aussi. Comment? C'est probable aussi, ça Oui. peut être probable. Mais... Voilà. Alors effectivement, il y a de toute façon la tâche d'un chasseur de fantômes est d'éliminer toute explication rationnelle, naturelle, avant de se tourner vers une Bien explication sûr, bien surnaturelle. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle, évidemment. Oui, oui. Exactement. Alors effectivement, moi j'ai quelques. Alors je me souviens juste d'une anecdote un couple m'avait appelé parce qu'effectivement ils entendaient marcher au premier étage lors des nuits de fortes tempêtes ou de pluie. Ils entendaient quelqu'un marcher au premier étage. Oui. Une vieille maison, il y avait l'atmosphère, donc j'y suis allé. Et finalement, je me suis rendu compte que l'explication était parfaitement naturelle, puisque c'était un arbre qui était pratiquement collé à la maison. Oui. La branche ayant poussé, elle frappait contre le carreau du premier étage, et avec un rythme où on a eu l'impression que c'était effectivement quelqu'un qui marchait, et la maison faisait caisse de résonance. D'accord. Et on avait vraiment l'impression que quelqu'un marchait. Marché, donc, oui. Celle-ci, on a trouvé l'explication qui est parfaitement naturelle. Mais par contre, il est vrai que dans d'autres cas, il y a strictement aucune explication naturelle. Ouais. Notamment, je reviens à l'abbaye de Mortemer. Mhm. Parfois, on peut entendre, je l'ai entendu, et de nombreuses personnes l'ont entendu, quelqu'un marchait à l'étage au-dessus. Il y avait strictement personne, il n'y avait pas d'animaux, il y avait... on a éliminé toutes les explications naturelles, rien. Bon. Eric Ferson, je vous propose d'accueillir maintenant un membre du GEMI, c'est-à-dire des jeunes étudiants, des étudiants qui appartiennent à l'Institut Métapsychique International, Renaud Évrard, qui nous rejoint très souvent pour nous apporter son éclairage concernant les témoignages que ceux et celles qui nous appellent veulent bien nous donner. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Renaud Évrard, je vous présente par communication interposée Eric Ferson, qui est chasseur de fantômes, entre autres, de son métier, et avec qui on a parlé d'un livre magnifique que je vous invite à découvrir, Renaud, La France hantée, d'un très bon photographe anglais qui s'appelle Sir, puisqu'il a été anobli, Sir Simon Marsden. Ça s'intitule Voyage d'un chasseur de fantômes, c'est chez Flammarion, et il y a des photos absolument magnifiques. Vous connaissiez ce photographe, Renaud ?
Non, pas spécialement. C'est vrai que j'ai découvert ce soir et c'est vrai que ça a l'air très intéressant. Ah oui, oui, je vous le recommande vraiment. Alors, Eric et Renaud, nous accueillons également Pierre Mathias qui nous rejoint. Ça fait une belle tablée tout autour des aventuriers de l'étrange. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis. Bonsoir Renaud, Eric. Bonsoir. Alors, tous ensemble, nous allons écouter le témoignage de Paul du Gers. Bonsoir Paul. Bonsoir Louis. Il y a du monde là autour de vous pour vous écouter ce soir. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ma chère Paul, je vous ai demandé d'intervenir dans les aventuriers de l'étrange ce soir parce que vous avez vécu quelque chose de tout à fait étonnant. Ça s'est passé il y a combien de temps d'abord ? Ça s'est passé en juillet 1990. Très bien. Juillet 1990, pour une raison médicale, vous avez été hospitalisé. Oui, j'ai été hospitalisée à la clinique du parc. Bien. Et alors, dites-nous ce qu'il s'est passé. C'est une dame qui est rentrée, une dame qui travaille à l'hôpital, hein, je crois, qui est Oui, c'est venue une vous dame voir. qui travaillait à l'hôpital, que je ne connaissais pas, que j'avais vue une ou deux fois tout simplement, parce qu'elle m'avait porté le déjeuner. Oui. Et donc, elle rentre dans ma chambre un matin, et j'étais en train de jouer avec les cartes. Mhm. Un Elle jeu rentre- de cartes normal, je veux dire. Oui, Ouais. un jeu de cartes Mhm. normal, je faisais des réussites, voilà. D'accord. Et donc, elle rentre, et elle me dit bonjour, et elle est rentrée pour rien, parce qu'elle elle n'avait pas besoin de venir dans ma chambre. Oui. Et donc, quand elle voit les cartes, elle s'approche de moi, elle me dit, tiens, puisque vous faites les cartes, j'aimerais que vous me parliez d'un monsieur très connu avec qui j'ai été amie. Je lui réponds, on verra ça. Et puis elle s'en va. Bon. C'est étonnant quand même. Bon. Et quand elle a fermé la porte, qu'est-ce que je vois devant moi? Maybrandt. Pardon? Maybrandt, assis sur le rebord d'une fenêtre, mais les jambes à l'intérieur. Oui. Mhm. Et Vous Bon. l'avez reconnu tout de suite. Enfin, Ah oui, il parce était qu'ils connu, ont- remarquez. Oh, c'était. ah oui, mais je le voyais entièrement, je voyais la fenêtre, je voyais tout, hein, je peux décrire exactement comment il était. Hein. Oui, oui, oui. Alors il me regardait avec son joli sourire, il me quittait pas des yeux, et donc moi non plus, bien sûr, et au bout d'un moment, je le vois enjamber la fenêtre, la jambe gauche la première, mais je ne le vois pas tomber. Mhm. Et l'image revient telle que je vous l'ai décrite. Mais que ce soit le jour ou la nuit, j'avais toujours Maybrandt en face de moi. C'est-à-dire que, attendez, cette vision est restée combien de temps? Ben là, je l'ai gardé 4 jours et 3 nuits. Ah bon? Ah oui. Je l'avais tout le temps. D'accord. Et toujours dans la même position, Ah, toujours vous dans la regardant. même position, à me regarder avec ce grand sourire. Il ne disait rien, moi non plus, mais maintenant, avec le recul, je me dis, j'aurais dû lui parler peut-être. Ah oui, mais bon. Mais avec le recul, hein. Oui, bah oui. Sur le moment. Alors, ce qu'il faut savoir, peut-être que ceux et celles qui nous écoutent l'ignorent, c'est que Mike Brandt est mort de manière tragique. En 75, oui. Voilà, il a sauté par-dessus le balcon du lieu où il habitait. Oui, Je crois que oui. c'était un hôtel ou son appartement parisien, je ne me rappelle plus. Et il est mort tragiquement. Voilà. Bien sûr. Donc c'est surprenant que vous que vous ayez eu cette apparition, cette vision comme ça de Mike Brandt et qu'il soit resté surtout très très longtemps. Ah oui, il est resté très longtemps. Alors justement, j'ai décidé de rendre Maybrandt à cette dame. Au bout de 4 jours, j'ai fait demander que cette dame vienne me voir. Oui. Alors, dès qu'elle est rentrée dans la chambre, je lui ai dit tout de go, votre fils ressemble-t-il à Maybrandt? Alors là, son visage a changé. Elle me disait sans arrêt, mais pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous me dites ça? Et je lui ai répondu, parce que l'homme avec qui vous avez été ami n'est autre que Maybrandt. Alors elle me répond, mais qui vous l'a dit? Qui
qui vous l'a dit? Je lui ai répondu, je n'ai pas besoin qu'on me dise les choses, je les vois. Et, pendant que vous lui parliez, est-ce que cette vision de Mike Brandt était toujours là? Ah non, là non. Quand je parle avec elle, non. D'accord. Non. Et alors, évidemment, j'ai demandé des explications à cette dame, et c'était tout à fait vrai. Elle avait été amie avec Mike Brandt, qu'elle avait connu quand elle était en vacances. Ouais. Alors, c'est une histoire qui avait duré quelques mois. D'ailleurs, elle prétendait que certaines chansons avaient été écrites pour elle. Mm-hmm. Je lui ai dit, ça c'est tout à fait possible. Hein. Oui. Enfin, disons qu'elle avait une liaison, quoi. Ah avec, oui, c'était vrai. Avec le chanteur, visiblement. Oui, tout à fait. Et de cette liaison est né son fils, quoi. Ça, elle ne me l'a pas dit. Oui. Parce que moi, je lui ai parlé d'un fils, mais sans savoir qu'elle avait un fils. Ah oui, très bien. Je lui ai dit comme ça tout de go, hein. Oui. Parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas et que je ne connaissais pas du tout à ce moment-là non plus. Mm-hmm. Et ensuite, votre conversation s'est arrêtée comme ça. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre? Eh bien, elle m'a dit que oui, qu'elle a été en vacances. Je me souviens plus où parce qu'elle m'avait donné le nom de l'endroit où elle était en vacances. Et Mike Brandt y était aussi. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Oui. Et puis bon, c'est quelque chose qui a duré quelques mois et puis après, je suppose que ça s'est arrêté. Oui. Mais Mike Brandt était, je dirais, célèbre. Bah, c'était un bel homme, hein. Oui, tout à fait. Donc bon, forcément, célèbre pour avoir eu pas mal d'aventures, pas mal de liaisons, on va dire. Ben oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et donc ensuite, plus de Mike Brandt. Je veux dire, il n'a plus réapparu dans votre... Après, ça a été fini. Dès qu'elle a eu la porte fermée, je n'avais plus Mike Brandt avec moi. C'est-à-dire à partir du moment où elle est rentrée, qu'elle m'a demandé de parler de cet homme sans me dire qui ni quoi, là, quand elle a été repartie, la porte fermée, Mike Brandt était là. Et je n'ai plus eu Mike Brandt à partir du moment où je lui en ai parlé. Et elle a refermé la porte, elle est partie, ça a été fini. Et le phénomène s'est arrêté. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, nous allons avoir plusieurs points de vue différents, évidemment. Renaud Évrard, plutôt le point de vue du psychologue. Pierre Massias, plutôt le point de vue du parapsychologue, de celui qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Eric Ferson, le point de vue du chasseur de fantômes. Alors, Eric Ferson, je commence avec vous. Vos points de vue et vos explications seront sûrement très différentes. Alors, Eric Ferson, que pensez-vous de cette histoire que Paul a eu la gentillesse de nous rapporter? Bien, d'abord, histoire étonnante. Ah, complètement, oui, tout à fait. En tout cas, je constate plusieurs points qui sont récurrents dans certaines histoires, en tout cas dans certains témoignages. Oui. La première, puisque, si je comprends bien, vous étiez hospitalisé à ce moment-là. Oui. Et il arrive, parfois, en tout cas dans des situations d'extrême, comment pourrais-je dire, quand on est hospitalisé ou quand on expérimente un décès, on est plus sensible au monde de l'invisible. Donc il arrive parfois que l'on capte certaines choses. Est-ce que ça a été la seule fois que vous avez expérimenté une apparition? Non, pas du tout. Bon, alors peut-être avez-vous des capacités médiumniques? Vous avez la capacité de voir, de sentir certaines choses. Ah oui, tout à fait, parce que vous parliez tout à l'heure de sentir des fantômes. Moi, je peux vous dire qu'il y a autour de moi des fantômes. Je dirais pas des fantômes, je dis des esprits qui viennent, qui me tirent les cheveux, qui soufflent, qui me touchent. Ça m'arrive très souvent. Oui. Donc, selon vous, Eric Ferson, Paul a une sensibilité comme ça qui fait que, elle a ce don de recevoir, de percevoir ce que tout un chacun ne peut pas forcément percevoir. Ou en tout cas, oui. Non, mais tout à fait. J'ai eu une amie, une très bonne amie, qui avait des capacités médiumniques et qui avait du mal à vivre avec ce type de choses, en tout cas au début de sa vie. Aujourd'hui, elle le vit totalement bien. Il faut l'assumer. Hein, exactement, il ne faut pas le refouler. Et effectivement, elle voit régulièrement
Elle voit régulièrement les fantômes. Alors, j'ai tenté quelques petites expériences avec elle et qui se sont révélées assez étonnantes, puisque les fantômes qu'elle voyait, en tout cas les personnages qu'elle voyait, après vérification, il y avait beaucoup de correspondances quant aux personnes qui ont vécu dans ce lieu-là. Oui. Renaud Évrard, je me tourne maintenant vers vous. Qu'en pensez-vous? Alors, comme vous avez dit, je vais prendre le point de vue du psychologue. En tout cas, je vais essayer. Et en fait, la question que je me poserais, ce serait déjà de se dire, est-ce que toute apparition est un fantôme? Est-ce qu'on doit faire Bonne ce lien question. systématique? Tout à fait. Là, selon moi, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'histoire des lieux qui jouerait en cette faveur. Ce que nous avons, c'est donc une apparition qui est une sorte d'hallucination assez qui est persistante, pour le moins, et qui permet d'une certaine façon, d'un point de vue personnel, d'élaborer la question de la mort et la peur de la mort, justement avec ce fait qu'il est au bord de la fenêtre et qu'il fait mine de tomber mais qu'il ne tombe pas. Il y a quelque chose d'assez intéressant à traiter, mais il y a aussi un autre aspect qui serait plutôt transpersonnel ou interpersonnel, c'est-à-dire une hallucination télépathique ou du moins qui soit vraiment reliée à une histoire d'une autre personne, et que l'élaboration qui peut être faite ou qui est faite grâce à l'apparition se fait, c'est aussi l'élaboration de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est venu mettre en suspens une sorte de signification qui a pu être résolue à deux de cette façon-là, et c'est bien par le dialogue qu'il y a eu et dont l'apparition est un médiateur que les choses ont pu se dénouer, en tout cas pour l'autre personne, ce qui fait que ensuite ça s'est arrêté. Donc il y a vraiment un intérêt psychologique à l'apparition, et en même temps, sans dire quelque chose de sa réalité ou pas, il y a déjà quelque chose. Ouais. Pierre Massias. Oui, moi je pensais aller plutôt dans le sens de la voyance, et Renaud en fait a pris aussi bien le point de vue du psychologue que du parapsychologue. Bien sûr, oui. Et je dirais, j'abonderais complètement dans son sens. Le lieu ne se prête pas tellement à une apparition en tant qu'apparition fantomatique entre guillemets. Tout à fait, pas hantise quoi. Il n'y a pas de hantise. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Par contre, on peut imaginer le rapport, le contact entre les deux personnes dans ce lieu particulier, dans ce contexte qui fait une liaison entre elles deux. Ouais. Voilà, je pense qu'au niveau parapsychologique, c'est toujours difficile de donner des arguments forts, définitifs pour trancher entre voyance et apparition. Mais j'aurais tendance à aller plutôt dans le sens voyance. Ouais. Alors, autrement dit, Paul, je vais résumer un petit peu ce qui a été dit par Renaud et Pierre, c'est que vous avez vécu un phénomène de voyance. Parce que cette dame est venue vous voir en vous posant une question, comme si elle savait que vous aviez cette sensibilité. Elle m'a posé la question parce qu'elle a vu que je jouais avec des cartes. Voilà, c'est ça. Donc elle s'est dit... Sans ça, elle ne m'aurait rien dit. Évidemment, vraisemblablement. Et alors donc, vous, votre esprit s'est mis tout de suite, il y a eu un déclic qui s'est fait, et comme cette dame a eu une liaison avec ce chanteur célèbre qui est mort de mort violente, on le rappelle, il s'est suicidé en se jetant d'une fenêtre, peut-être que votre voyance s'est traduite par cette apparition. Au lieu d'avoir un flash de voyance, vous avez eu ce phénomène d'apparition qui s'est fait comme ça devant vous, et vous avez eu la réponse sous la forme d'une apparition. Oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'en pensez-vous, Eric Ferson? Moi, effectivement, pour moi, le lieu n'est pas forcément hanté. C'est cette capacité médiumnique à capter certaines choses. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que le lieu soit hanté. Et d'ailleurs, je dirais qu'il y a une petite technique de chasseur de fantômes pour savoir si l'apparition que l'on a devant soi est une apparition qui appartient à notre monde, en tout cas au monde extérieur, ou c'est simplement une apparition qui est issue de notre mental. Bien sûr. Alors il suffit alors évidemment, il faut avoir le sang-froid de pratiquer cette petite technique, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est en face de ce type de phénomène, surtout pour la première fois. Mais il suffit, en regardant l'apparition, avec son doigt, d'appuyer légèrement sur la paupière de l'œil gauche ou droit, sur la paupière supérieure. Et ce qui se passe, c'est que si cette apparition se dédouble, c'est qu'elle a effectivement une
une consistance, en tout cas une existence dans notre réalité. Si elle ne se dédouble pas, elle est issue de notre psyché, de notre mental. C'est une image mentale. C'est une image mentale. C'est comme vous faites l'essai chez vous, quand vous fixez un objet, si vous appuyez tout en regardant l'objet qui se trouve devant vous, si vous appuyez sur la paupière, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez voir que cet objet se dédouble. Oui, je viens de le faire en regardant l'horloge du studio, effectivement, ça se dédouble et ça se remet en place, oui. Donc tout à fait. Alors, ce qui fait que, eh bien, on peut dire que c'est quelque chose qui existe dans notre réalité, dans la réalité extérieure. D'accord. Pas idiot ça, je retiens. Je retiens. Si je suis soumis, enfin si je suis confronté plutôt à une apparition, je tenterai ce genre de petites techniques toutes simples finalement et voir si ça se dédouble. Donc c'est que c'est quelque chose qui a une réalité tangible, qui est extérieure à moi en tout cas. Voilà, c'est quelque chose que je vois vraiment. Qui n'est donc pas une hallucination. Voilà. Et si jamais ça ne se fait pas, c'est que c'est une image qui s'est formée dans mon esprit. Voilà, tout à fait. Voilà, ça j'ai Renaud Évrard, une petite technique toute simple mais qui peut être efficace si on a le sang-froid et la présence d'esprit de le faire. Voilà, et justement, il faut se dire dans quel cas les apparitions se produisent. Est-ce qu'il n'y a pas un état modifié de conscience qui suit exact. Et que certaines personnes comprennent comme une sorte de rêve matérialisé, où du coup on oublie toutes les choses qui seraient justement simples, un peu bêtes, mais de reprendre une position d'observateur un peu plus scientifique, un peu plus extérieure, et en fait on est complètement mêlé au phénomène et parfois on n'a pas cette présence d'esprit, par exemple de prendre des notes juste après pour noter avec force détail tout ce qu'on a vu. Ça pourrait très bien servir aux enquêteurs d'ailleurs. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que on est entre subjectif et objectif. On participe complètement à la création de l'apparition. Oui, tout à fait. Pierre Mathias. Oui, juste un détail. Effectivement, Eric Fersen a cité un moyen de mettre en évidence un effet d'optique, un effet mécanique. C'est une image mentale ou si c'est quelque chose qui existe vraiment, oui. Voilà, que l'on voit vraiment. C'est une première démarche vers, je dirais, l'objectivation du phénomène. Oh le mot. Et dans le sens, c'est extérieur à la personne, ça n'est pas subjectif. Ce n'est pas imaginé, construit, halluciné, etc. Donc c'est un autre moyen d'objectivation que la photo, par exemple. Oui, tout à fait. Mais c'est une première démarche dans l'analyse immédiate du phénomène. Évidemment, si on voit une apparition, un phénomène lumineux, qu'on applique cette technique, que ça se dédouble, on pourra dire on a vu un phénomène lumineux, mais à ce stade-là, on ne pourra pas encore dire j'ai vu un fantôme. Oui, tout à fait. Il y a toute une analyse qui suit et qui peut se faire éventuellement. Enfin, le problème de la photo, je pensais à la photo, faire le parallèle entre cette technique de l'œil et la photo. On peut dire qu'une photo est étonnante, qu'on ne peut pas interpréter, mais enfin je sais pas comment le dire exactement. On a plutôt tendance dans les photos à chercher une preuve de trucage. Même une photo ne valide pas un phénomène en lui-même. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire, il y a eu quelque chose qu'on a du mal à comprendre, mais même ça ne valide pas. Enfin, ça ne valide pas l'apparition, le fantôme. Bien sûr. Il y a pas mal de SMS qui arrivent au 71 200. Il y en a vraiment beaucoup, dont un qui dit bonsoir, très intéressant ces fantômes, merci. Il s'agit de Sylvain qui nous envoie ce SMS et il pose la question j'aimerais savoir si les animaux sont plus sensibles à ces êtres, par exemple ceux qui possèdent une vue puissante la nuit. Eric Fersen, qu'en pensez-vous? Je dirais, est-ce que d'abord, il y a deux questions dans une là en fait. Est-ce que les animaux sont plus sensibles que nous? On aurait tendance à penser que oui. Le comportement des animaux dans un lieu hanté change bien souvent. Mais est-ce que c'est lié à leur vue perçante? Je n'en suis pas persuadé. Je pense pas que ce soit une histoire de vision ou pas, en tout cas d'optique, plus un côté sensitif à mon avis de la chose. Pierre Mathias. Il y a aussi que les animaux ont une physiologie différente de l'humain. Chaque espèce animale a ses caractéristiques. Et en particulier un chat, un chien, un animal quelconque va voir dans un spectre de lumière différent.
Oui. Tout à fait, Donc il pourra réagir à des stimuli différents. Oui, tout à fait. Alors dire qu'il est plus sensible, qu'il va mieux repérer une apparition. Il a un spectre plus large, mais en tout cas différent, et il peut regarder. Différent, pas forcément plus large, mais différent. Il peut être décalé. Il peut simplement être, il peut ne pas avoir la troisième dimension, d'avoir la profondeur. Il est différent, donc il peut être stimulé autrement. Et dans des endroits où nous on ne voit rien, lui pourrait être sensible à quelque chose qu'on ne perçoit pas, mais qui peut quand même rester tout à fait normal. Oui, tout à fait. Faut toujours garder quand même il y a toute une série de les deux pieds par terre. D'éléments, les deux pieds par terre, tout à fait. Pourquoi pas une apparition, pourquoi pas un fantôme, pourquoi pas un phénomène de psychokinèse, mais on a ce qu'on observe, et après derrière il faut interpréter ce qu'on observe en connaissant les instruments qu'on a utilisés, c'est-à-dire en l'occurrence ici dans le contexte l'œil, comment on l'a utilisé, ce qu'il nous permet de dire. Très bien. Merci en tout cas, Eric Ferson, de nous avoir accompagnés pendant ces presque 2 heures. Je rappelle le site internet que vous avez créé, et j'invite ceux et celles qui nous écoutent à s'y reporter, notamment pour lire la très intéressante interview que vous avez fait de Simon Marsden, dans un très joli lieu d'ailleurs. Hein. Vous avez fait évidemment exprès. Un petit peu. Un petit peu. Oui. C'est un musée d'un peintre. En 2-3 mots, parce que si on va à Paris, c'est également un lieu à visiter. Oui, tout à fait. C'est le musée du peintre Gustave Moreau. Oui. Qui était sa maison, sa résidence. Fait, hein. Au 14 de la rue de la Rochefoucauld. Voilà, tout à fait. Vous connaissez l'adresse. Et que, sa maison a été léguée à l'État et a été transformée en musée, quoi. Et puis, il est vrai que ces peintures, ces tableaux sont très symboliques, il y a un petit côté surnaturel. Et comme je le dis d'ailleurs dans l'interview de Simon Marsden, c'est que pour moi l'art, quel qu'il soit littéraire, au niveau de la peinture, de la sculpture, du cinéma, est une des manières les plus nobles pour parler de ces phénomènes en tout cas. Il n'y a pas d'affirmation. Le rôle de l'artiste n'étant pas d'apporter une explication rationnelle ou pas quant à ces phénomènes, mais plutôt à susciter la réflexion, à se faire poser des questions. Merci en tout cas, Eric Ferson. Je rappelle le site, donc, c'est www.maison-hanté.com, maison-hanté.com. Merci beaucoup, Eric Ferson. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Également une autre référence, on en a parlé tout au long de cette émission ou presque, il s'agit du livre, très beau livre de photos de Simon Marsden, donc qui s'intitule La France hantée, plus de 60 lieux qu'il a visités pour ramener des photos en noir et blanc magnifiques, pour certaines très inquiétantes. C'est des lieux hantés, hein, évidemment, donc forcément. Très très beau bouquin, c'est aux éditions Flammarion, et le sous-titre de ce livre c'est Voyage d'un chasseur de fantômes. Sans transition, avec Renaud Évrard, Pierre Massias et Élodie Larousse qui va nous rejoindre dans quelques minutes, nous allons parler du GEMI. Bon, Renaud Évrard, l'IMI nous connaissons, l'Institut Métapsychique International, mais dites-nous un petit peu ce en quoi consiste le GEMI, qui est une branche qui appartient à l'IMI également, hein. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un groupe qui a été développé fondé en décembre 2003. Et qui est encadré par un psychiatre des hôpitaux qui s'appelle Paul Rabéron, que vous avez déjà reçu, en fait. Bien sûr, oui. Et donc, il s'agit là d'une vingtaine d'étudiants, hein, donc ça varie un peu selon les années, de toutes les disciplines confondues, d'un peu partout dans la France, même parfois, il y en a quelques-uns qui sont en Suisse ou ailleurs, qui voyagent. Et vraiment, donc c'est toutes les disciplines qui sont réunies, philosophie, psychologie, physique, commerce, anthropologie, enfin c'est vraiment très très varié. Et on essaye de faire quelque chose qui soit comme une sorte de structure para-universitaire, provisoire on espère, qui permet au moins de se former à la parapsychologie, au moins de s'initier à la complexité de ces questions. Et donc
ça regroupe des activités. Bon, nous, on discute beaucoup sur une liste, on a un site internet privé, on échange beaucoup comme ça, on se rencontre par une réunion trimestrielle. Et bon, il y a certains étudiants qui ont déjà reçu une certaine formation à un certain niveau, qui mènent des expériences, donc avec des personnes volontaires, dans le cadre de l'IMI. Donc là, on est encadré par d'autres professionnels. Donc c'est des choses très intéressantes à développer. Et puis on a des perspectives de travail. Il y a à peu près un quart des gémiens qui font des travaux universitaires portant sur la parapsychologie. Alors là, ils ont accès à une grande base de bibliographie, de documentation, à des enseignants qui peuvent les guider un peu, les diriger, et puis ils peuvent aussi également faire des stages à l'étranger parce que comme c'est pas tellement développé en France, on a des étudiants qui sont partis comme ça en Allemagne, en Écosse, aux États-Unis. À Princeton, voilà, et donc ça fait des tremplins. Par exemple, là, on a un étudiant qui, très récemment, un étudiant en physique, qui vient de publier avec Robert Jahn et Brenda Dune, quand même s'il vous plaît, quand même, oui. C'est quand même des grandes célébrités, en tout cas dans le domaine des références, et qui a fait un travail avec eux après des mois et des mois de stage. Donc c'est vraiment une opportunité pour pallier justement à ce manque en France de formation. Et donc on a comme ça des étudiants qui tombent par hasard sur le site de l'IMI et qui ont déjà développé parfois des réflexions. Donc on les accueille à partir de Bac+2, hein. Normalement on pourrait avoir un certain niveau, et parce que ça demande un certain rythme de travail, des capacités pas forcément évidentes. C'est quand même beaucoup de surprises, beaucoup de résistance, beaucoup de temps. On évalue ça à 4 heures par semaine, comme une unité de valeur en université. Oui. Voilà. Et donc on a des projets. Actuellement, concrètement, on fait des choses comme remettre la bibliothèque de l'IMI en place, traduire tout le corpus anglais, les articles très importants anglais et allemands, pour qu'on ait accès à une documentation en français. Oui, bien sûr. Donc c'est des choses vraiment, bon voilà, c'est gratuit, ça se fait. Et puis là, donc je vais sûrement céder la parole à Élodie Larousse, qui a comme projet de proposer un bulletin métapsychique, donc format papier, de revenir à une revue comme ça existait auparavant, et ça fait 25 ans que ce n'est plus là, et donc c'est une opportunité. Oui, c'est un grand retour. Ben justement, Élodie Larousse vient de nous rejoindre. Bonsoir. Oui, bonsoir Louis, bonsoir à tous les visiteurs de Sud Radio. Alors, vous êtes en compagnie de Pierre Massias, que vous connaissez sûrement, et en compagnie également de Renaud Évrard, que je ne vous présente pas, que vous devez connaître également. Tout à fait. Alors, Élodie, dites-nous un petit peu, ce projet va voir le jour très prochainement, puisque ce sera la première publication de la revue Métapsychique. Le retour, si je puis me permettre, ce sera en janvier qui arrive, janvier 2007. Voilà, donc le bulletin métapsychique paraîtra effectivement pour la première fois à partir de janvier 2007. Et donc il y aura une parution qui suivra ensuite tous les 4 mois. Et donc voilà, ce bulletin est évidemment se réalise sous la tutelle de l'Institut métapsychique international. Et donc il s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la métapsychique. Et je tiens quand même à préciser qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances très pointues sur le domaine, puisque notre objectif est justement de proposer une revue accessible. Au grand public, vous voulez dire? Grand public, disons que aux gens qui s'intéressent à la métapsychique, mais qui n'ont pas forcément des formations de parapsychologue, justement. Donc de leur permettre d'avoir des pistes de réflexion pour pouvoir continuer, pourquoi pas seul, ensuite la réflexion. Voilà. Est-ce que vous avez d'ores et déjà le sommaire de la revue donc métapsychique, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle, qui sortira en janvier 2007? Alors le sommaire, je vous laisserai le découvrir dans quelques jours, puisque en fait sur le site de l'IMI, je rappelle, donc c'est www.métapsychique.org. Dans quelques jours, une annonce figurera sur le site où tous les auditeurs de Sud Radio et tous ceux qui sont intéressés pourront revoir ce dont je vais parler ce soir. Et donc en gros, figurera dans le premier numéro l'actualité de la recherche internationale en métapsychique, voilà, dans le domaine, les activités récentes de l'Institut métapsychique, des articles originaux écrits par des étudiants du groupe GMI dont a parlé Renaud juste avant moi,
et entre autres des comptes rendus d'ouvrages. Donc voilà, c'est des rubriques qui seront présentes à chaque numéro, avec des contenus différents bien évidemment, mais des rubriques qui seront présentes à chaque numéro. Oui. Est-ce que vous avez envie de tenir une périodicité, vous savez, une fois par trimestre, une fois par semestre, 2 fois par an, ce sera comment? Nous pour l'instant, on va démarrer à un numéro tous les 4 mois. Ah, ce qui est pas mal déjà, oui. Ce qui est pas mal, surtout que justement, comme c'est conçu par les étudiants, évidemment, ça va leur demander du temps supplémentaire en plus des travaux universitaires que tiennent pour la plupart d'entre eux. Et donc on commence comme ça. J'espère que le bulletin métapsychique durera tant qu'il peut, durera un certain temps, je l'espère, et pourquoi pas éventuellement changer la périodicité dans quelque temps. Oui. Ce sera version papier ou version électronique? Non, alors justement, on choisit le format papier. Oui. Je pense que c'est important pour nous d'offrir un autre support. Oui. Un nouveau support qui vient compléter en fait le site internet de l'UNI et donc qui pourra se fêter, etc. Des choses que ne peuvent pas permettre la lecture d'articles par exemple sur le site internet. Oui, tout à fait. Puis enfin, je vous avoue que j'aime avoir l'objet entre les mains, vraiment. Oui, c'est mon cas aussi. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. C'est pour ça que le support papier reste pour moi un objet important et je pense que pour la plupart des gens, ça l'est aussi. Donc voilà, j'espère que c'est un produit qui marchera auprès du public. Écoutez, en tout cas, on en parle. Alors, vendons-le un petit peu plus. Ce sera sous forme d'abonnement, j'imagine? Pour l'instant, l'abonnement n'est pas prévu. Enfin, du moins pas pour l'instant. Le premier numéro donc sortira au tarif de 6,50 €, sachant que il est prévu dans ce prix-là 1,60 € de frais d'envoi en fait. Oui. Et donc d'ailleurs, j'en profite pour dire que tous ceux qui souhaitent donc acquérir le bulletin métapsychique, ils peuvent envoyer donc un chèque de 6,50 € à l'ordre de l'IMI. Oui, l'IMI, L''IMI, tout simplement. Voilà, l'Institut Métapsychique International, à l'adresse qui est donc au 51 rue de l'Aqueduc, Paris 10e arrondissement. Voilà. Et là, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, on le redonnera régulièrement. Pierre s'en chargera. Donner les coordonnées de l'IMI, bien entendu, pour ceux qui veulent recevoir la revue métapsychique ou s'adresser directement, aller sur le site internet www.metapsychique.org. Voilà, metapsychique.org. Voilà. Et alors donc, le numéro sera disponible à partir de quand? À partir de janvier 2007, le premier numéro sera disponible à partir de janvier 2007 et le second numéro, donc dans 4 mois, c'est-à-dire mai 2007. Ouais. Revue de combien de pages? 28 pages. Ah oui, quand même. 28 pages, ouais. D'accord. Ouais. Très bien. Voilà, voilà. Dites-moi, vous avez du travail, hein? Du travail, mais c'est dans mon intérêt aussi. C'est quelque chose que j'aime faire puisque je suis étudiante en journalisme, donc pour moi c'est un intérêt tout particulier. Oui. Pierre Massias, on ne peut que se féliciter ici du retour sur le devant de la scène d'une revue émanant de l'Institut Métapsychique International, puisque Élodie l'a dit, ça fait 25 ans. 25 ans qu'il n'y avait pas eu de publication régulière. Voilà, tout à fait. C'est vrai que le bulletin métapsychique est là aussi pour redonner vie en quelque sorte à la revue métapsychique. Donc illustre revue du XXe siècle, qui était quand même une référence en parapsychologie, qui malheureusement donc n'est plus éditée depuis 1982, et donc c'est là aussi pour pallier le manque qu'il y a dû à l'absence de la revue métapsychique. Ah oui, tout à fait. Pierre Massias. Oui, donc la revue métapsychique qui existe depuis 1920, qui a été publiée périodiquement, très régulièrement, jusque dans les années 45-50 si j'ai bonne mémoire. Ouais. Ensuite c'est devenu un petit peu plus épisodique, mais elle était toujours présente avec des articles de qualité, expérimentaux ou de réflexion ou d'investigation. En tout cas, à vous entendre, ça a été vraiment une revue de référence au niveau international. Tout à fait, ça a été la revue de référence, en tout cas en France, pendant toute cette période. Et la revue métapsychique comptait parmi les revues de référence internationales. Ouais. Tout à fait.
sans vouloir comparer les deux, il y a eu deux revues en fait dans les années 70-80, des revues grand public qui a eu qui me semblait avoir pour ambition d'égaler en quelque sorte par certains côtés la revue métapsychique, c'était Psy International et Psy Réalité. Psy International en particulier était une bonne revue grand public, mais qui malheureusement n'a duré que quelques années, trop peu d'années, c'était peut-être trop technique. Donc la revue métapsychique jusqu'en 82, il y a eu aussi une lettre. À une époque existait la Société des Amis de l'Institut Métapsychique International, dont s'occupait Hubert Larcher, qu'on a déjà évoqué, et qui publiait une lettre à l'intention des adhérents de la SAIMI. Mais cette lettre de la SAIMI a disparu en 95. Donc c'est, sans vouloir mettre la pression sur les GMiens, c'est quand même quelque chose d'important qui va se produire. Donc Élodie Larousse, vous dirigez cette revue, la revue Métapsychique, à partir de janvier 2007, 6,50 € frais de port compris pour pouvoir la recevoir. Hein. Et je fais juste un petit rectificatif. Bien sûr. Oui. C'est le bulletin métapsychique. Ah pardon, le bulletin métapsychique, oui, parce que moi je vais gaillardement. Donc le bulletin métapsychique, 6,50 €, frais de port compris. Voilà, frais d'envoi compris. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc, se renseigner pour l'adresse sur le site internet de l'IMI, c'est www.métapsychique.org. Voilà. D'accord ? Voilà, très bien. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup, Élodie Larousse. Merci à vous et passez tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Renaud Évrard, est-ce qu'on va avoir le plaisir de vous lire dans ce bulletin métapsychique ? Oui, là, je fais un compte-rendu de lecture du livre de Robertin Meust, Somnambulisme et médiumnité. Donc c'est quand même un livre de référence on oblige les Gémiens à le lire dès l'entrée, même si ça fait 1200 pages, mais ça se lit très très bien. Oh, vous êtes dur. Mais c'est tous les aspects historiques, sociologiques et psychologiques sont pris en compte. C'est un apport crucial. Mais bon, on l'oblige. on y va comme on peut. Voilà. Il n'y a pas d'examen encore. On y a pensé, mais on le fait pas. Non, mais. Alors, Renaud, une dernière chose pour conclure, parce qu'il nous reste plus que 2 minutes et demie, pour être précis, pour venir vous rejoindre au sein du GEMI. Que faut-il faire ? Alors, c'est plutôt simple. Il suffit de contacter Paul-Louis Radéron. Donc, son adresse est disponible sur Internet, sur le site de l'IMI, même chose, c'est facile à trouver. Et il vous prend dans un entretien téléphonique en vous demandant vos motivations. Et donc, il essaie de vous faire comprendre la difficulté qu'on peut trouver dans finalement passer à une formation critique, scientifique des différents aspects de la question du paranormal, et donc du travail qu'il peut avoir à fournir, mais aussi de l'intérêt de la chose, de l'aide qu'on peut vous apporter. Et puis c'est pas grand chose, je crois, il y a 15 € de frais de dossier ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment c'est ouvert à tous à partir de Bac plus 2, peu importe la filière, peu importe la ville. On n'est pas obligé d'être à Paris. Tout se fait par Internet sans problème. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Renaud. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci aussi, vous. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Notre émission se termine. Évidemment, j'aurai grand plaisir à vous retrouver le week-end prochain, samedi et dimanche, avec dimanche une émission tout à fait particulière pour cette veillée de Noël, puisque il y aura 4 heures des aventuriers de l'étrange. Au lieu de commencer à 22h, nous commencerons à partir de 20h jusqu'à minuit, et samedi, horaire habituel, 22h minuit. Ah non, pardon, excusez-moi, il y a du rugby samedi, 23h minuit. Oui, il y a du rugby, effectivement. Donc 1 heure d'émission, et du coup on fait 4 heures d'émission le lendemain, le dimanche 24 décembre. Merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des SMS, notamment Monique
Monique de Nîmes que je salue au passage pour son gentil SMS. Merci à David, merci à Sylvain, Romain et Nicolas et les autres qui ont eu la gentillesse de nous envoyer des SMS. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Pierre Massias qui m'accompagne pour la fabriquer, Mourad qui était au standard. Passez une excellente semaine. Dans quelques minutes, l'écoute des rediffs des émissions de Sud Radio. Restez avec nous évidemment sur Sud Radio tout au long de la semaine et on se retrouve samedi et dimanche prochain.